maintenant. Donc, allons-y. Donc, on va vous présenter qu'est-ce que c'est un plan de gestion de données ou PGD que je vais utiliser l'un ou l'autre tout au long de la présentation. Pourquoi c'est important d'écrire un plan de gestion de données? De quelle façon il rentre dans le flux de travail d'un projet de recherche? Quand est-ce que vous l'écrivez? Qu'est-ce qu'il doit inclure? Comment écrire un plan de gestion de données de recherche? Ça, c'est vraiment le cœur de la formation. On va vous présenter donc différentes ressources, des guides et des modèles qui peuvent vous accompagner lors de l'écriture de votre plan de gestion de données de recherche. Et on va aussi vous parler plus en détail du contenu de ce qui doit être retrouvé dans un PGD, en vous donnant des exemples plus spécifiques venant de projets de recherche réels. Donc, qu'est-ce qu'un plan de gestion de données de recherche? C'est essentiellement un document qui présente les outils, les méthodes et les procédures que vous allez utiliser pour gérer vos données. C'est la méthode scientifique pour pouvoir gérer vos données, adaptées à vos données. Donc, il va présenter toutes les étapes concernant vos données tout au long de votre projet de recherche. Donc, ça va contenir le plan pour la collecte des données, la sauvegarde de celles-ci, puis à la fin, leur conservation et leur futur partage. Il faut penser quand on fait son plan de gestion de données de recherche à toute la durée du projet et qu'est-ce qui est fait à chaque étape de celui-ci avec les données. Il peut être plus ou moins détaillé. C'est un document, car c'est un document vivant. Donc, c'est-à-dire que s'il vous manque quelques spécificités au début, quand vous les aurez, au moment où vous les aurez, vous pourrez mettre votre PGD à jour. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses au début du projet et c'est plus flexible par exemple qu'une demande d'éthique ou ce qui va être très spécifique et à laquelle vous devez complètement adhérer parce que vous devez respecter les formulaires de consentement qui ont été signés. Donc, un plan de gestion de données de recherche est plus autour des idées, des intentions que vous avez au début de votre projet, c'est-à-dire où vous allez entreposer vos données, qui va y avoir accès. Donc, il faut vraiment penser à tout ça, écrire tout ça avec une forme de plan qui va pouvoir être utilisé par toute votre équipe et vos collaborateurs. Alors, ce n'est pas un gros document. Il peut aller entre une demi-page à 2 pages. C'est rare qu'il fasse plus de 5 pages. Et sa longueur dépend vraiment de la quantité de données qu'on a à collecter, de la grosseur du projet et du nombre de personnes qui y ont accès. Donc, pourquoi il faut écrire un plan de gestion de données de recherche? Parce que ça va être très utile dans votre flux de travail. C'est un outil qui va rendre le travail des chercheurs et des équipes plus efficace. Et puis, on sait que ces dernières années, toutes les technologies ont tellement évolué que ça permet aux chercheurs d'utiliser ou de produire de gros volumes de données. Donc, le PGD est un mécanisme pour aider à gérer et organiser toutes ces données-là pendant le projet. Pour savoir qui a accès à quelles données, à quelle étape du projet et quel type de données, sous quel format, comment ne pas perdre les données en cours de projet. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça en aval du projet et le mettre à jour au fur et à mesure qu'on a que ça devient plus spécifique pour certaines catégories. Mais c'est aussi utile parce que les organismes subventionnaires ont reconnu que c'est indispensable d'avoir un plan de gestion de données de recherche quand on veut gérer ces données de façon selon les bonnes pratiques en fait et de façon efficace. Donc, c'est pourquoi
Ils ont lancé une politique l'année dernière de gestion des données de recherche qui indique qu'ils vont demander un plan de gestion de données de recherche avec les demandes de subventions. Cette exigence est déjà mise en place cette année pour certains domaines et puis va s'élargir à tous les domaines dans un futur très proche. Excusez-moi. Mais ça, c'est pour les organismes subventionnaires du Canada, mais il y a beaucoup d'organismes subventionnaires internationaux qui demandent déjà ce genre de documents depuis plusieurs années. Et puis, on commence aussi à voir la demande pour un PGD par rapport à, dans certaines demandes d'éthique, notamment quand les chercheurs veulent partager leurs données ou veulent publier en sciences ouvertes et qu'on est dans le domaine médical avec des données patients, ils veulent, dans la demande d'éthique, ils veulent avoir un plan pour voir de quelle façon les données vont être gérées de façon structurée, comment elles seront partagées, sous quelle licence. Donc, pour qu'on voit de façon plus visuelle le cycle de vie des données, parce que vos données naissent, vous les collectez, elles vivent, elles sont analysées, elles sont conservées et elles peuvent être partagées à la fin. Donc, il faut considérer l'ensemble du temps d'existence des données et dans comment elles vont être, dans quel format, quelle étape. Donc, le plan de gestion de données de recherche va couvrir tous ces aspects et qui sont séparés en 6 grandes catégories. Donc, on voit ici sur ce graphique, vous pourrez regarder en détail, c'est quand même assez bien détaillé et je pense assez utile comme document. Donc, on commence par planifier et concevoir quelles données on veut récolter et tout ça. Et puis, c'est à ce moment-là aussi qu'on fait notre plan de gestion de données de recherche. Puis ensuite, on va aller collecter et créer nos données. Et puis, ensuite, elles vont être analysées et puis vous allez avoir des collaborateurs, différentes personnes qui vont travailler dessus. Donc, il faut savoir qui va y avoir accès, de quelle façon, qui peut faire quoi avec vos données. Bien sûr, pendant toute cette phase active, il va falloir les sauvegarder, les gérer. Donc, il faut penser à l'entreposage, c'est ça, aux sauvegardes, à la place qu'elles vont prendre. Ensuite, vous allez publier, c'est ça, et les partager selon vos critères. Donc, quand vous publiez un article à propos de vos données, vous pouvez aussi ajouter vos données de façon plus ou moins ouverte. Et finalement, vos données, elles vont pouvoir être découvertes par d'autres, citées, voire réutilisées. Et tout le long de tout ça, il faut vraiment penser à la sécurité des données, à la confidentialité des données et aux options d'entreposage. Donc, au Canada, on a un outil qui peut aider à rédiger un plan de gestion de données de recherche. C'est l'assistant PGD de portage, qui est maintenant devenu l'Alliance. Dans cet assistant, on peut trouver aussi des modèles spécifiques aux disciplines, comme les méthodes mixtes, la neuroimagerie par exemple. Donc tout ça, c'est gratuit. On peut utiliser ces modèles, les modifier, faire notre propre modèle. Ils ont aussi beaucoup de guides et d'outils pour vous aider tout au long de votre rédaction. Alors, il y a des outils similaires qui existent dans d'autres pays, comme le DMP Online au Royaume-Uni ou le DMP Tool aux États-Unis. Donc, chacun de ces outils essaye de s'aligner avec les
les exigences des des organismes subventionnaires de leur pays. Mais en gros, l'information demandée est la même. Même si les questions peuvent être légèrement différentes, c'est vraiment le même genre d'information qui est demandée. On vous a aussi ajouté les grilles de relecture, des grilles de relecture qui peuvent vous aider à répondre aux questions qui vous permettent d'écrire un plan de gestion de données de recherche. Donc maintenant, on va aller explorer de plus proche l'outil assistant PGD. Nous n'allons pas le faire de façon interactive, mais plutôt passer à travers grâce au diapo. Donc, quand vous voulez vous inscrire sur l'assistant PGD, vous pouvez commencer par essayer de créer un compte. Et tout le monde peut s'inscrire, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire de façon personnelle ou à travers votre institution, que ce soit le CHU Sainte-Justine, McGill, l'Université de Montréal. Donc, quand vous créez un compte, vous avez besoin de votre nom, votre prénom, votre courriel. Vous pouvez ajouter votre organisme si vous voulez. Pour le CHU Sainte-Justine, vous allez commencer à taper Centre hospitalier universitaire, puis vous allez avoir Sainte-Justine qui va s'afficher dans la liste des suggestions. Vous mettez un mot de passe, votre compte est créé. Quand vous allez créer votre compte, vous allez rentrer sur un tableau de bord qui sera vide parce que vous n'aurez pas encore créé de plan de gestion de données et qui va se remplir au fur et à mesure que vous créez des plans de gestion de données de recherche. C'est une plateforme qui est bilingue, donc vous pouvez la voir aussi bien en français qu'en anglais. Donc ici, vous voyez dans le coin à droite, vous pouvez changer la langue de la plateforme. Donc, tous les modèles, tout est en bilingue. C'est vraiment une plateforme canadienne qui suit le bilinguisme canadien. Donc, si vous avez déjà créé des plans, vous allez voir dans votre tableau de bord une liste de plans, comme vous pouvez le voir là. Et si vous voulez en créer un autre, en dessous, vous allez, sur votre tableau de bord vide, vous allez avoir un bouton « Créer un plan ». Et en cliquant dessus, c'est là que vous allez pouvoir créer un nouveau plan. Donc, pour créer un nouveau plan, il va commencer par vous demander votre titre de projet, l'institution de recherche principale où vous faites votre projet. Et puis ensuite, il va vous proposer différents modèles que vous pouvez choisir. Donc, il y a des modèles, il peut y avoir pour certaines institutions des modèles spécifiques pour les institutions. Donc, il peut y avoir, suivant les institutions, une liste de modèles qui n'est pas tout à fait la même. Mais là, on a la liste, parce qu'on n'a pas de modèle spécifique pour Sainte-Justine, donc on a la liste de base. Puis, les modèles, vous pouvez aller vraiment aller les regarder chacun parce que des fois, le titre peut vous paraître approprié pour votre projet, mais les questions ne vont pas être tout à fait adaptées. Alors que des fois, il y a des modèles qui ne vous paraissent pas forcément excusez-moi, qui vous paraît pas, qui n'ont pas un titre qui parle, mais qui vont avoir des questions qui vont être beaucoup plus adaptées à votre projet. Donc, vraiment, allez regarder les différents modèles pour trouver celui qui va être le plus adapté, qu'il soit relié ou non à votre discipline.
Donc, ici, vous avez des liens qui vous emmènent vers les différents modèles de plan de gestion de données de recherche. Ils vont être ajoutés dans le chat au cours de la présentation. Donc, si vous avez une liste déjà existante de plans de gestion de données de recherche, vous pouvez faire différentes actions avec ceux-ci. Donc, si par exemple vous travaillez sur une étude longitudinale ou une nouvelle version d'un projet, plutôt que de réécrire l'ensemble, vous pouvez le copier ou le modifier. Des fois, le copier, ça permet d'avoir une deuxième version, puis et de garder un historique de nos choses. Vous pouvez aussi le partager avec, par exemple, vos collaborateurs et le télécharger donc, en utilisant le menu Action. Oh, excusez-moi. Donc, quand vous cliquez sur votre plan vous choisissez un plan de gestion de données de recherche, vous cliquez dessus, et là, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Et le premier onglet de cette fenêtre s'appelle Détails du projet, puis c'est là qu'on va avoir la description du projet. Donc, le titre, le résumé, les dates de début et de fin, les organismes subventionnaires si besoin. Et à côté, vous avez l'onglet Contributeurs, où vous pourrez rentrer tous les gens qui vont pouvoir contribuer au plan de gestion de données de recherche. Et vous pourrez aussi indiquer leur rôle dans le projet. Donc, ensuite, vous avez un aperçu du plan, un onglet aperçu du plan. Donc, ça, c'est, il va mettre toutes les différentes catégories avec un peu d'aide. Et puis, mais si vous allez dans l'onglet Rédiger un plan, ben là, vous allez vraiment, on voit les différentes catégories. Puis, pour chaque catégorie, on va avoir un nombre différent de questions. On voit pour collecte de données, on a 9 questions. Analyse des données, 5 questions. Et donc, si on rentre dans une catégorie pour voir comment ça se présente, donc on a la question avec un espace dédié pour répondre à la question. Et à côté, on a des directives qui vont nous expliquer qu'est-ce qu'on peut mettre pour répondre à la question. Donc, ces directives sont spécifiques pour chaque modèle. Donc, elles sont pas, c'est pas toutes les mêmes. Si on va après, là, on avait un modèle générique. Ici, on a un modèle spécifique pour les revues systématiques. Donc, en plus des directives, si vous voyez en dessous de la boîte de réponse à la question, on a même des exemples. Donc, ça va dépendre du type de modèle. Certains modèles vont avoir des exemples ou pas. Et puis aussi, à côté de la case directive, vous avez la case commentaires qui, là, va vous permettre de partager des commentaires avec un collaborateur. Donc, c'est vraiment comme des commentaires dans Word. Là, vous allez vraiment écrire votre commentaire. Vous allez pouvoir, votre collaborateur va pouvoir vous répondre et ainsi de suite. Donc, à la fin, vous avez l'onglet « Partager ». C'est l'endroit où on peut gérer les collaborateurs, donc ajouter des collaborateurs en rentrant leur courriel. Et puis après, on peut leur donner un type d'autorisation. Soit il peut être copropriétaire, c'est-à-dire que s'il est copropriétaire, il peut effacer le plan complètement. S'il est éditeur, il va pouvoir aller modifier le plan, mais il ne pourra pas l'effacer. Et puis en lecture seulement, c'est juste de la lecture.
Donc, et puis en haut, vous voyez définir la visibilité du plan. Donc, vous pouvez le mettre privé, donc seulement visible pour vous et vos collaborateurs, visible pour l'organisme ou public. Ensuite, dans l'onglet télécharger, on peut, ça peut nous aider à aller exporter notre plan dans différents formats, comme par exemple un format PDF ou un format texte. Et de pouvoir, donc là pour le format PDF, on va pouvoir aussi choisir la police de caractère, par exemple, ou faire des petites modifications comme ça pour reformater notre texte selon nos besoins ou les spécificités demandées dans votre demande de subvention. Je vais passer maintenant la parole à Sandy qui va vous indiquer plus spécifiquement comment répondre aux différentes questions du plan de gestion de données de recherche. OK, parfait, super. Merci, Alix. Donc, maintenant, on va aller un petit peu plus en détail de qu'est-ce que chaque section va contenir dans le PGD. Donc, on a vu un peu qu'est-ce que ça a l'air dans l'assistant en ligne, mais on va parler vraiment du contenu. Donc, au niveau du projet ou de l'étude, la description, les listes des données qu'on va collecter, comment ces données-là vont être entreposées pendant l'étude, donc pendant qu'on va ramasser des données, qu'on va faire l'analyse dans ce stage vraiment vivant des données. Et ensuite, on va parler aussi de l'archivage et la conservation après l'étude. Donc, une fois que c'est terminé, qu'on veut les avoir disponibles ou qu'on veut les mettre disponibles pour différentes personnes. Et c'est également quelque chose qu'on va mentionner dans le PGD, c'est est-ce qu'on a l'intention de les rendre disponibles ou non et pourquoi non? Donc, dans votre cas, étant donné que ça risque d'être beaucoup la recherche médicale qui peut inclure certaines données personnelles, donc peut-être que l'option va être de ne pas partager ou de partager de certaines façons qu'on ne compromet pas la confidentialité des gens. Donc, si on passe à la prochaine, donc on va parler des types de données collectées. Donc, vraiment, quel type de données allez-vous collecter, créer, lier, enregistrer, acquérir? Mais pas seulement le type de données, mais aussi dans quel format est-ce qu'on va les collecter et tout ce qui entoure le format, dans le type de est-ce qu'ils vont pouvoir être réutilisables, est-ce que ça va prendre un programme spécial pour les réutiliser ou est-ce que je vais les conserver sous un format qui va être un peu plus ouvert, un peu plus accessible? Est-ce que ça va pouvoir conduire à du partage ou à l'accès à long terme des données? Souvent, je travaille avec des étudiants qui travaillent avec des programmes comme NVivo. Puis, quand il y a des updates ou quand il y a des mises à jour du programme, ils ne peuvent plus nécessairement retourner à leurs anciens jeux de données et avoir accès. Donc, quelque chose qui est important à penser, surtout si on a un projet à long terme, si on veut rendre les données disponibles. Quelles sont les conventions et procédures qu'on va utiliser pour structurer, nommer et contrôler le versionnage de nos fichiers? Si vous avez assisté à la première partie de cet atelier-là sur les données de recherche en général, on passe vraiment beaucoup de temps à comment organiser le projet de recherche, comment nommer nos fichiers, mais c'est important aussi de l'écrire dans le PGD. Et comme Alix l'a mentionné, ce n'est pas aussi restreint que dans une demande d'éthique. Donc, on peut changer. Donc, si en long terme, on voit qu'une certaine structure ne fonctionne pas, on peut l'adapter. Donc, pour vous donner un exemple, j'ai fait un projet de recherche avec une de mes collègues sur l'intelligence artificielle en bibliothèque académique. Donc, les données vont venir de sondages remplis par des bibliothécaires canadiens et américains, les informations démographiques ainsi que la perception des bibliothécaires sur l'intelligence artificielle en bibliothèque vont être collectées. Si j'aurais voulu aller un petit peu plus loin, j'aurais pu inclure le type de format et comment je vais organiser mes fichiers et mon projet de recherche. Donc, ensuite, on veut aussi vraiment faire attention à comment les futurs chercheurs vont comprendre nos données. Ou si vous travaillez en équipe, ou si vous voulez retourner quelques années plus tard à votre jeu de données, à votre PGD, comment s'assurer que les gens vont le comprendre. Donc, quel type de documentation sera nécessaire pour que les données soient interprétées correctement?
Donc, est-ce que ça va nous prendre des dictionnaires, des livres de code, des choses comme ça? Et comment allez-vous vous assurer que cette documentation-là est créée et saisie de façon systématique? Parce que c'est très important, la documentation, mais c'est peut-être pas la partie la plus fun du projet de recherche. Donc, s'assurer qu'on a vraiment un système en place pour documenter qu'est-ce qu'on fait ou qu'on a une personne attitrée à ça. Il y a certains organismes de financement qui financent l'embauche d'une personne pour vous aider à gérer vos données. Donc, quelque chose à garder en tête. Et un exemple aussi, si vous utilisez un standard de métadonnées ou un outil pour décrire vos données, c'est un endroit où on veut lister cette information-là. Donc, si on a des exemples ici de différents domaines, donc on voit, par exemple, pour décrire les feuilles Excel, on va utiliser le standard de métadonnées Dublin Core, qui est un très général, qui s'adapte à plein de domaines. Il va aussi avoir, voici l'information que ça va inclure. Il y aura aussi un fichier Lisez-moi qui va vraiment détailler le projet, donc la description, les acronymes, la convention de nom des fichiers. Ensuite, un autre exemple un petit peu plus poussé pour des données électrophysiologiques. Donc, le type de fichier dans lequel ils vont être conservés, le type de métadonnées qu'on va également vouloir collecter et tout ça. Donc, vous voyez, c'est une description un petit peu plus longue parce qu'on est un petit peu plus spécifique dans cette description-là. Donc, ensuite, c'est vraiment important de penser à un schéma de métadonnées pour les données et le projet. Donc, comme j'ai mentionné, Dublin Core est un exemple très général, mais c'est pour s'assurer qu'on conserve l'information sur le projet, mais ça va également aider à la découvrabilité des données. Donc, les métadonnées, ce n'est pas nécessairement quelque chose que nous, comme êtres humains, on va aller lire. Quoique ça peut nous aider à comprendre certaines informations du projet, mais ça va être très utile pour les bases de données. Donc, si on veut déposer notre jeu de données, par exemple, ça prend des bonnes métadonnées qui puissent archiver et ensuite aller chercher l'information quand quelqu'un cherche pour ça. Donc, ça peut inclure des trucs comme les chercheurs principaux, la géographie, le type de données collectées, les variables, ces choses-là. Donc, si vous n'êtes pas certain quel type de standard de métadonnées utiliser, on a mis des ressources pour vous. Et en général, il y a beaucoup de domaines de recherche qui ont en fait un standard vraiment précis à eux. Donc, on a vu un exemple. Je sais que pour les informations de génome, par exemple, il y en a un également. Donc, ça vaut la peine de vérifier s'il y a un schéma qui existe. Donc, ensuite, on va penser aussi à l'exigence pour l'entreposage, et ça, c'est durant la période du projet. Donc, pendant qu'on collecte nos données, qu'on les analyse, donc qu'on est vraiment dans le vif de notre projet, quels sont les critères d'entreposage anticipés? Donc, en termes d'espace, donc combien d'espace, est-ce que ça va être 1 terabyte, est-ce que ça va être plus, et combien de temps? Donc, souvent, les demandes d'éthique vont spécifier un temps qu'il faut conserver les données pour, si jamais ils font des audits pour vérification, ou tout simplement combien de temps votre projet de recherche va durer. Est-ce que c'est 6 mois, est-ce que c'est 1 an, est-ce que c'est plus? Comment est-ce qu'ils vont être entreposés et sauvegardés pendant le projet de recherche? Est-ce qu'il y a des coûts qui vont être associés à ça? Donc, si on a un système infonuagique, par exemple, est-ce qu'il faut payer pour ça? Et de quelle façon est-ce que l'équipe de recherche et les autres collaborateurs pourront accéder, modifier, contribuer aux données tout au long du projet? Parce que je sais, surtout pour certaines études médicales, certaines fois, l'accès est très restreint. Donc, des fois, ce n'est pas possible de faire de l'infonuagique parce que ça peut être un peu problématique pour la confidentialité ou la sécurité. Donc, s'assurer de vraiment bien noter toute cette information-là. Et on a également mis en lien un outil pour estimer les coûts de la gestion de données. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans une demande de subvention. Donc, ensuite, on veut penser à l'entreposage pendant la recherche, mais on veut également penser à archiver pour la conservation à long terme. Donc, pas juste si on veut partager nos données, quoique ça, c'est une partie importante, mais aussi si on veut les conserver pour les demandes d'éthique, pour pouvoir y retourner
vérifier nos données, ces choses-là. Donc, on a un exemple ici où les gens voulaient identifier les profils IRM fonctionnels et structurels spécifiques à la maladie X. Donc, on a les données qui ont été conservées et aussi combien de patients ont été recrutés, combien de contrôles, et on veut conserver ça pendant, on fait le projet de recherche pendant 5 ans. Donc, c'est un exemple d'entreposage de données. Puis ensuite, si on passe à la prochaine, on va voir ici un petit peu plus à long terme. Donc, on a vu comme à court terme, donc on en a pour 5 ans à faire notre projet de recherche, mais ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec nos données? Donc, où on va les mettre à long terme et comment on va assurer l'accessibilité. Donc, elles vont être anonymisées et partagées dans un répertoire spécifique en utilisant les codes de distribution. Donc, comme ça va être disponible aussi longtemps que possible. Il faut aussi indiquer comment on va s'assurer que les données sont prêtes pour la conservation. Donc, dans ce cas-ci, on parle vraiment de format de conservation. Donc, j'ai mentionné des exemples où le programme a eu une mise à jour, on n'est plus capable d'y accéder. Donc, s'assurer pas juste de l'intégrité de nos données, mais aussi du format et comme quoi il va être ouvert, il va être possible de l'ouvrir avec différents programmes un peu plus ouverts que des programmes pour lesquels on paye. Donc, s'assurer également de l'intégrité, l'anonymisation et la désidentification des fichiers et ajouter la documentation justificative. Donc, on ne pouvait pas partager ce type de données-là parce que ça inclut ce type d'informations-là. Donc, s'assurer que tout est inclus. Et la même chose si on met dans un dépôt un peu plus ouvert, une base de données un peu plus ouverte, il y a certaines choses qu'on ne va pas partager, on peut indiquer à ce moment-là pourquoi. Donc, ensuite, je pense qu'on a certaines ressources pour vous aider. Donc, on a mis les liens, Alix a mis les ressources de Sainte-Justine et également les très bons guides de l'Université du Québec sur la GDL, donc en général, la gestion de données de recherche. Et ensuite, on a également inclus les ressources de McGill en GDL, donc le guide qui est très utile et je vais mettre le lien dans le chat. Dans un petit moment, les différents ateliers qui sont en général ouverts à tout le monde. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez y participer sans problème. Donc, on a le temps pour les questions. Donc, on va arrêter l'enregistrement. Vous allez pouvoir